Re-bienvenue à Par Mode Santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Pour l'épisode numéro 52, aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec Jean-François Tessier, qui est pharmacien en milieu hospitalier. Donc, c'est un domaine de la pharmacie qu'on connaît un peu moins. Donc, il travaille, lui, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Et le mois de mars, c'était le mois de la reconnaissance de la pharmacie. Donc, on en a profité pour parler des rôles du pharmacien dans le milieu de santé ou dans le système de santé ici au Québec. On a aussi parlé beaucoup de l'évolution du rôle, de toute l'ampleur des rôles qu'ils peuvent avoir et aussi du futur de la profession, qu'est-ce qui s'en vient pour les pharmaciens. On sait qu'avec la réforme du système de santé au Québec, il y a beaucoup de choses qui bougent dans les rôles des différentes professions. Donc, on a fait un très bon tour d'horizon des différents rôles des pharmaciens, autant les pharmaciens en pharmacie qu'on connaît un peu plus, mais on a aussi plus parlé de son rôle comme hospitalier ou comme pharmacien hospitalier, parce que c'est quelque chose qu'on connaît un peu moins. Et Jean-François a aussi une superbe expertise dans le traitement pharmacologique de la COVID-19 et de la COVID longue. Donc, on a gardé quand même une bonne section de l'épisode pour en parler, qui est absolument fascinant. Alors voilà, sans plus tarder, je vous laisse apprécier cette superbe conversation avec le pharmacien Jean-François Tessier. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé en ligne qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations qui sont offertes. Et pour la communauté du podcast Parle-moi de santé, vous pouvez profiter du nouveau code rabais Parle-moi, P-A-R-L-E-M-O-I, pour 15% de rabais sur leur formation en ligne à prix régulier. Donc, comme d'habitude, tous les détails sont dans la description des épisodes du podcast. Donc, merci encore à BIA pour la confiance et bon podcast. OK, on est parti. Jean-François Tessier, comment ça va? Très bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es le deuxième pharmacien que je reçois au podcast, mais premier pharmacien qui travaille en milieu hospitalier. Fait qu'on va avoir une expertise complémentaire à un sujet tout autant fascinant. On va parler de plein de choses en lien avec le travail que tu fais, mais principalement, on va s'attarder aux différents rôles des pharmaciens dans le système de santé au Québec, mais aussi comment l'évolution de ce rôle-là s'est faite, entre autres dans les dernières années, encore plus avec l'avenue de la pandémie de la COVID-19 qui a quand même chamboulé beaucoup de choses dans le système de santé, qui remet un peu en perspective comment on utilise les professionnels de la santé dans notre système. Fait que je pense que ça va être pas mal intéressant. Puis, peut-être pour mettre les gens dans le contexte, peut-être résumer un petit peu, ça ressemble à quoi concrètement ton expertise comme pharmacien, parce que les gens connaissent souvent un peu moins le pharmacien en hôpital. On connaît bien les pharmaciens à notre pharmacie du coin communautaire. Ouais. Fait que fais-nous un petit résumé de à quoi ça ressemble ton quotidien comme clinicien, puis pour que les gens sachent d'où vient ton expertise. Ben oui, c'est ça. Moi, je suis pharmacien à Maisonneuve-Rosemont depuis 2017. Je pratique depuis 2012. Puis, en gros, quand on se dirige vers la pharmacie d'hôpital, il y a trois grands domaines, je dirais, où on peut pratiquer. Il y a la gestion, donc plus les chefs, les gens qui vont gérer le jour... au jour pour jour, la pharmacie, les commandes, les achats, donc des gestionnaires. Après, on va faire de la distribution. Ça, c'est la tâche de base d'un pharmacien. C'est un peu comme les pharmaciens communautaires, leur tâche de base aussi, c'est-à-dire qu'on reçoit des prescriptions, on analyse la dose, les interactions, puis selon les comorbidités des patients, si la médication elle est bonne. Donc, c'est un peu... grossièrement, c'est de dire oui ou non à la prescription, puis la changer s'il y a un problème. Puis finalement, il y a le côté clinique. En hôpital, ça, c'est la majorité de notre temps, c'est ce qu'on fait. Donc, on a des secteurs cliniques où on est spécialisé et là, on suit et on rencontre des patients pour leur offrir des soins pharmaceutiques là, plus pointus. Moi, mes secteurs cliniques, c'est l'antibiothérapie, l'antibiogouvernance, en fait, et l'hémodialyse, la clinique externe à Maisonneuve-Rosemont. Puis, tu m'avais parlé aussi que tu avais développé, avec le contexte de la pandémie, tu as développé aussi une expertise dans le traitement de la COVID-19. Fait qu'on va en parler aussi un peu parce que, veut pas, c'est comme une nouvelle maladie, une nouvelle condition qu'on apprend à connaître, qui a besoin de traitement parce qu'il y a des patients qui sont hospitalisés pour ça. Fait que c'est comme quelque chose qui s'est ajouté comme corde à ton arc aussi. Là. Exactement, parce que c'était, je te dirais que quand la COVID est arrivée, on ne savait pas trop quoi faire. Dans les premiers mois, il n'y avait rien à faire. Tout ce qu'on voulait, c'est que les patients ne se rendent pas à l'hôpital.
Les patients qui étaient infectés, on demandait juste qu'ils s'isolent, qu'ils restent à la maison jusqu'à temps que leur PCR devienne négatif. Ça a beaucoup évolué. Ouais. Mais les premiers mois, c'était un peu anxiogène parce qu'il n'y avait vraiment rien à faire. Et rapidement, on a trouvé des traitements intra-hospitaliers qui diminuaient la mortalité. Mais ça a été quand même long avant qu'on ait, les vaccins qui sont arrivés plus début 2021 au Canada, Québec, puis qu'on ait des traitements en externe pour prévenir les hospitalisations. Ce qui est intéressant de la COVID, c'est que c'est vraiment une maladie. Moi, je dis toujours qu'elle progresse. Là. Il y a des gens qui vont avoir simplement des symptômes de rhume, mais il y a d'autres gens qui vont progresser vers des pneumonies. Donc, ça commence malgré tout par quelque chose qui n'est pas très sévère au début, mais ça peut vraiment progresser jusqu'à se rendre aux soins intensifs. Ouais, c'est beaucoup moins fréquent, mais ouais. c'est une drôle de maladie pour ça. Ouais, puis c'est encore nouveau, quand on pense qu'on étudie certaines maladies sur des dizaines, des fois, voire 100 ans, alors que là, ça fait 2-3 ans. Fait que on en connaît encore peu, puis la science n'a pas eu le choix d'évoluer à vitesse grand V, surtout dans le contexte du fait que c'était pas une simple petit rhume qui se promenait, mais c'était vraiment une pandémie. Là. Oui, exact. C'est assez impressionnant. Dans le fond, il y a eu vraiment beaucoup d'études qui ont été écrites là, depuis 2020. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est les erreurs qu'on a faites, puis d'essayer de ne pas les reproduire, puis pourquoi ils sont arrivés. Ouais. On a eu quand même beaucoup d'échecs, mais c'est normal, la recherche est comme ça. Mais il faut vraiment apprendre de ces trucs-là. Là. C'est on va en parler tantôt un peu plus en détail. Si on commence très large puis qu'on définit l'expertise du pharmacien à la base, là, c'est des études sérieuses, c'est des études longues. Concrètement, comment on définirait c'est quoi l'expertise du pharmacien? Ouais, ben c'est vraiment, on le dit souvent, puis on aime ça le dire, mais on est les experts du médicament. Donc, on peut faire certains diagnostics pour des conditions simples, mais vraiment notre plus-value, c'est la connaissance des médicaments, c'est-à-dire au niveau des doses, au niveau de la pharmacovigilance, c'est-à-dire le suivi des effets indésirables. C'est là où on est. Donc, au niveau de la validation de la médication, c'est là qu'on va vraiment regarder est-ce que la dose convient à notre patient selon son âge, ses comorbidités, sa fonction rénale ou hépatique. Après, c'est sûr que les interactions, ça fait partie de notre travail. C'est quelque chose qu'on passe beaucoup de temps en classe à étudier. Puis finalement, vraiment, le conseil aux patients, parce que pour l'avoir vécu aussi, quand on est chez le médecin ou chez l'infirmière praticienne spécialisée ou chez n'importe quel professionnel, des fois, ça devient difficile d'emmagasiner de l'information. Ouais, c'est un moment un peu privilégié avec soit la technicienne ou soit le pharmacien d'avoir un moment pour en discuter, pour faire part de ses peurs. Puis, ça peut devenir un moment charnière pour certains patients. Ouais. Je me rappellerai un des premiers conseils que j'ai fait dans ma carrière, c'était pour un jeune homme qui venait d'être diagnostiqué pour le VIH. Donc, c'était un moment assez important dans sa vie pour lui. Fait que des fois, on vit des choses assez personnelles, je dirais, là, à ce niveau-là. Puis finalement, après, c'est de s'assurer, une fois qu'on commence un médicament, ça peut aller très bien, mais des fois, ça peut aller mal pour deux raisons, c'est-à-dire on peut développer des effets indésirables, ce qui est malgré tout pas si fréquent que ça, mais souvent on peut ne pas répondre aussi. Donc, si on parle d'hypertension ou de diabète, c'est très important d'atteindre nos cibles pour prévenir, je dirais, les dommages aux organes. Le but, c'est la réduction du facteur de risque. Exact. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas attendre que ça devienne efficace. Il faut être proactif. Ouais. Avec les nouvelles activités, les pharmaciens peuvent faire ça. Puis ça, je pense que c'est un gros plus-value de ne pas devoir nécessairement attendre un rendez-vous médical. On vise des cibles communes avec l'équipe et on aide à les atteindre plus rapidement. Oui. Puis, tu sais, une des choses qui m'a toujours fasciné, c'est la quantité de notions à comprendre dans ce que tu parlais, comme les interactions entre les médicaments. Puis, avant de passer au prochain point, à quel point c'est un défi, puis j'imagine qui s'agrandit plus la liste de médicaments augmente. Comment on fait pour, tu sais, évidemment que tu vas dire que c'est une réponse compliquée et nuancée, mais comment on fait grosso modo pour essayer de comprendre les interactions entre les différents médicaments? Puis comme clinicien, comment tu fais ensuite pour prendre tes décisions basées sur ça? C'est vraiment une excellente question parce que ça pourrait être des algorithmes ou des ordinateurs qui le fassent à notre place. Mais ce que je trouve vraiment le fun là-dedans, c'est qu'il faut que tu aies un pif clinique, puis il y a les interactions, un peu comme les effets indésirables. Tu sais, la conséquence ne va pas être pareille pour tout le monde. Donc, il faut la reconnaître
il faut surtout se rappeler de ceux qui sont vraiment importants, ceux qui peuvent avoir des conséquences super néfastes. Les autres, c'est important, mais des fois, ça va juste impliquer un changement de conseil, c'est-à-dire faites attention à ça. Si tel effet indésirable se développe chez vous, appelez-nous, c'est peut-être une interaction. Mais d'autres fois, on va dire non, on ne peut pas combiner ces deux médicaments-là, il faut le changer, je vais trouver une autre alternative. Donc, la première étape, c'est vraiment les logiciels qui vont nous permettre, moi, dans ma base de médicaments que je connais bien, soit en hémodialyse ou en antibiogouverneur, je connais les interactions par cœur qui me sont nécessaires. Mais après, si on va en chimio, c'est sûr que je vais être moins à l'aise. Ouais. Donc, dans ces cas-là, on a des logiciels qui nous aident. Par la suite, il faut analyser de façon un peu plus pointue parce que des fois, on doit traiter deux conditions en même temps avec deux médicaments qui interagissent. Ça arrive fréquemment. Donc, l'important, c'est de savoir quoi faire de cette interaction-là. Une interaction qui est une contre-indication, c'est quand même relativement rare. Donc, dans ces cas-là, on ne combine pas. Mais la majorité du temps, c'est qu'on combine et on décide quel suivi on va instaurer. Ça peut être des laboratoires pour suivre la fonction rénale, hépatique. Ça peut être le suivi d'autres effets indésirables. Mais en gros, c'est un petit peu comme ça qu'on procède. Ouais. Fait que souvent, ce que ça va amener, c'est une première validation, je dirais, plus grossière. Puis après, quand on a besoin d'aller pointu, on va aller consulter nos collègues qui sont spécialisés dans le domaine pour savoir la bonne action à poser. Fait que j'imagine que selon, dans le fond, il y a certaines interactions qu'on doit connaître qui sont un peu plus... qu'on doit surveiller de façon un peu plus étroite. Puis c'est celle-là qu'on va vouloir, par exemple, demander des tests réguliers pour voir, bon, est-ce qu'il y a quelque chose dans les mesures, si on fait, par exemple, des prises de sang, est-ce qu'il y a quelque chose à surveiller, puis une espèce de valeur référence qu'on ne veut pas dépasser, puis que là, on pourrait réajuster aux besoins. Oui, exactement, c'est ça. Parce que, dans le fond, l'interaction, ce que ça fait, c'est que ça augmente le niveau d'un des médicaments. Ouais. Donc, dans ce cas-là, c'est que le médicament va être plus présent dans le corps, donc il y a plus de risques de causer un effet indésirable. On pourrait penser aux statines, que beaucoup de gens prennent. Avec certains médicaments, ou même avec le jus de pamplemousse, on sait que leur taux sanguin augmente. Donc, dans ces cas-là, souvent, on va vouloir ne pas les combiner parce qu'on peut les arrêter quelques jours si on a un traitement antibiotique qui interagit, par exemple. Puis, sinon, on peut mesurer certains éléments dans le sang pour voir s'il y a un risque d'accumulation. Est-ce qu'il y a un nombre de médicaments à partir duquel ça peut devenir difficile de prédire l'interaction entre les médicaments? C'est une bonne question. Il n'y a pas de nombre officiel. C'est sûr que plus on en mélange, des fois, plus ça devient difficile de savoir qu'est-ce qui va arriver. Mais le nombre de médicaments importe peu. Souvent, excuse, je m'en mêle un peu dans mes explications, mais la réponse simple, c'est non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chiffre universel en tant que tel. Là. On pourrait avoir deux médicaments uniquement, puis les deux interagissent. Fait que ça va être basé sur le dosage, sur le type de médicaments, comment ils interagissent entre eux. Exactement. Puis il y a un des phénomènes, là, je me rappelle mes cours de pharmaco, les quelques cours qu'on avait, puis le phénomène d'avoir un médicament qui induirait, par exemple, un effet secondaire, puis ensuite de traiter l'effet secondaire avec un médicament. Ouais. Tu sais, une espèce, il y a une cascade, là. C'est exactement ça. Je sais pas si il y a le nom d'une cascade qui existe, me semble. C'est bon, tu sortais. On appelle ça une cascade médicamenteuse. C'est ça, cascade médicamenteuse. Puis ça arrive fréquemment. Des fois, on n'a pas le choix parce qu'il y a un médicament qui est vraiment, vraiment nécessaire, mais il cause un effet indésirable. Un des meilleurs exemples, ça pourrait être le traitement de l'insuffisance cardiaque. Souvent, on doit donner des médicaments pour aider à diminuer la remodélisation des parois du cœur. Ouais. Mais ces médicaments-là diminuent la pression. On fait de la basse pression. C'est ça. Donc là, on est pris en deux feux. Mm-hmm. Donc, on veut vraiment aider le cœur, mais on veut aussi que le rein continue à être perfusé. Ouais. Donc, dans ces cas-là, on se demande un peu quoi faire. C'est vraiment rare qu'on va rajouter un médicament qui hausse la pression, c'est pas ça que je dis, mais ça pourrait amener à ça certains ça pourrait être pertinent des fois. Ça pourrait être pertinent des fois. OK. Puis, à part le milieu hospitalier, qu'on connaît maintenant un peu mieux avec le rôle du pharmacien, puis le milieu communautaire, là, qui est vraiment les pharmacies où les gens sont habitués de consulter un pharmacien, y a-t-il d'autres milieux dans le domaine de la santé, dans le réseau de la santé où on retrouve les pharmaciens? Oui, oui. Je dirais en recherche, il y en a quelques-uns. Ça va surtout passer par l'université. Il y en a beaucoup en GMF, dans les unités de médecine. Dans les équipes avec les médecins de famille. Oui, exactement. Fait que c'est assez dans ces endroits-là, surtout qu'on les retrouve. Oui. Puis concrètement, toi, si on parle
vraiment précisément du rôle du pharmacien en hôpital. Y a-tu, dans ce qu'on a discuté à date du rôle général du pharmacien, y a-tu des rôles qui s'ajoutent encore un peu plus spécifiques à ton contexte d'une pratique qui est en hôpital? Que ce soit en lien avec le type de clientèle qui serait peut-être plus complexe vu qu'ils sont hospitalisés. Y a-tu d'autres éléments à compléter avec ça? Oui, c'est ce qui est intéressant dans notre domaine, je trouve, c'est qu'on peut un peu parfaire notre CV, je dirais, ou l'expertise en tant notre que telle. expertise, oui, exactement, parce que c'est facile de se glisser dans des équipes parce qu'on a tout le temps on n'est pas beaucoup, donc on n'a pas une grosse offre. Donc, ça peut devenir facile de s'intégrer. Donc, moi, j'ai été impliqué en hémodialyse. J'ai fait quelques projets de recherche avec des néphrologues. Ça, c'est une avenue qu'on peut faire. Après, je suis aussi sur le comité d'antibiogouvernance de mon hôpital. Donc, ça, on est toujours amené à faire des projets pour augmenter la bonne utilisation des antimicrobiens. Mais ça, encore une fois, c'est personnel à chacun, selon, notre vouloir. Il y en a qui veulent faire leur job, puis bien la faire, mais pas s'impliquer, ce qui est correct. Puis selon nos compétences aussi. Donc, moi, c'est à ces deux endroits-là, là, un peu de recherche en hémodialyse, puis développement de projets pour l'antibiogouvernance. OK. Puis concrètement, mettons, si on te suivait dans une journée typique, là, ça ressemblerait à quoi? Qu'est-ce qu'on verrait faire un pharmacien d'hôpital là, d'une journée typique de 8 à 4, par exemple? Ah, écoute, c'est sûr qu'on est quand même beaucoup devant nos ordinateurs, un peu comme les pharmaciens en ambulatoire, ça va avec notre job, pour regarder les laboratoires, analyser les dossiers. Mais c'est sûr que, il faut toujours cibler nos patients, ceux qu'on va avoir besoin de voir. Donc, c'est beaucoup via ça, moi, je le fais, c'est-à-dire les laboratoires, les médicaments. Mais après, je vais aller rencontrer les patients, soit sur l'unité de dialyse externe, quand c'est mon assignation, soit je vais monter à l'étage, suivre les patients en antibiothérapie. Puis tu parlais tantôt, tu antibiogouvernance, le Ouais. terme que tu as utilisé. Ouais. Fait que, est-ce que c'est synonyme d'antibiothérapie? Oui, ben je peux peut-être vous l'expliquer. Oui, puis tu sais, même de nuancer avec les antiviraux versus les antibiotiques, tu sais, je pense que souvent on se mélange avec ça. Ben écoute, même nos étudiants, des fois, c'est un petit peu compliqué parce qu'encore une fois, quand tu disais que la COVID, ça fait pas longtemps, l'antibiogouvernance, pour nous, ça fait longtemps, mais ça fait pas si longtemps. On a commencé à en parler, tu sais, Fleming, dans son discours d'acceptation pour son prix Nobel pour la découverte de la pénicilline, parlait déjà en 1940 qu'il fallait bien utiliser les antimicrobiens. Mais depuis 2000, il me semble que c'est 2015 au Canada, pour être agréé en tant qu'établissement de santé. Pour pratiquer, il faut qu'on ait un agrément d'Agrément Canada. On doit avoir un comité d'antibiogouvernance. Donc, depuis 2015, ça fait pas si longtemps que ça quand même. Ce que ça implique, c'est qu'on a un comité qui favorise la bonne utilisation des antimicrobiens. Donc, c'est ça, l'antibiogouvernance, c'est comme une science. À la limite, c'est comme dire de la microbiologie, de l'infectiologie, de la néphrologie. C'est une science à temps plein. C'est-à-dire, on veut utiliser les antimicrobiens à la bonne dose, pour la bonne durée, pour le bon patient, pour tous nos patients, c'est le but. Donc, on suit la science, voir qu'est-ce qui est pour tel ou type d'infection, c'est quoi la durée optimale, parce que c'est beaucoup ça qui va amener des résistances. Le choix de l'antimicrobien est très, très important aussi pour diminuer les risques de résistance et d'effets indésirables. Donc, on va aller beaucoup vers ça. Puis après, on va créer des lignes directrices pour les praticiens, c'est-à-dire si vous avez une infection urinaire, voici HMR, ce qu'on vous suggère d'utiliser en fonction de nos pathogènes et de la science, c'est-à-dire les recommandations et les différents articles qui existent. Donc, ça, c'est l'antibiogouvernance. L'antibiothérapie, c'est le traitement antibiotique qu'on va donner. Un antibiotique, c'est pour traiter une infection bactérienne. Un antiviral, ça va être pour traiter une infection virale. Donc, les deux ne se rejoignent pas. Pour certaines populations, on doit en combiner. Comme pour la COVID, c'est rare, mais des fois, on a des infections, des surinfections bactériennes qui s'ajoutent à l'infection virale. Donc là, on n'a pas le choix de combiner un antiviral et un antibactérien, mais on peut penser aux immunosupprimés, des fois, qui peuvent avoir une infection bactérienne et une infection virale en même temps aussi. Donc, c'est des rôles vraiment complémentaires dans ces cas. Fait que ça peut cohabiter. Ça peut cohabiter. Ça peut être complètement séparé un à la fois. Exactement. OK. Si on regarde, mettons, le contexte de la pandémie a accéléré un peu la refonte du système de santé. On revoit un peu comment on veut utiliser tous les professionnels de la santé. Puis là, il y a le plan du ministre de la Santé qui est en place pour... Il y a
un des points clés, c'est d'utiliser le bon professionnel au bon moment avec la bonne personne. Qu'est-ce que ça l'a... Si même on repart avant la pandémie, y a-t-il des choses qui ont évolué avec la profession de pharmacien, que ce soit dans le rôle du pharmacien, dans les nouveaux actes médicaux en tant que tels, dans les nouvelles capacités de prescription? Qu'est-ce qui a changé? Puis est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment été accélérées avec la pandémie en tant que telle? Oui, écoute, moi, depuis que je suis sorti des bancs d'école, ça a beaucoup évolué. Ouais. J'ai vraiment gradué au bon moment, là, à mon avis. Là. C'est sûr qu'on n'a plus de... On n'a plus de lousse, désolé pour l'expression. Ouais. Mais ça fait un petit bout qu'on en parle. Il y a eu la loi 31-41, je ne me rappelle plus, là, elle est rendue à quel nom. Oui, j'en ai déjà entendu parler. En gros, on permet aux pharmaciens d'ajuster la médication pour différentes façons et même de prescrire pour des conditions peu sévères. En infectio, par exemple, une femme qui a déjà eu une infection urinaire, pour aller voir son pharmacien, je n'ai pas tous les détails, mais ça a eu une infection dans les 12 mois qui n'est pas à risque. Le pharmacien pourrait represcrire un autre traitement s'il juge adéquat. Encore une fois, c'est un potentiel. On n'est pas obligé de le faire, bien sûr, mais on a ce potentiel-là dans la loi. Et il y a d'autres traitements aussi qu'on peut débuter en pharmacie communautaire. Si je regarde, moi, dans mon domaine, ce qu'on nous permet de faire, c'est beaucoup l'ajustement en fonction des laboratoires. Fait que nous, c'est beaucoup fonction hépatique, fonction rénale qu'on regarde. Donc, des fois, les médecins, soit qui n'ont pas vu le laboratoire, qui n'ont pas pensé, ça arrive. Mais maintenant, on peut le faire, c'est balisé dans la loi. Donc, c'est quand même assez bien de pouvoir faire ça. Il y a certains médicaments qui sont durs à ajuster, qui demandent un suivi précis des concentrations sanguines. Donc, ça aussi, on peut le faire de façon autonome maintenant. Donc, ça a beaucoup changé pour ça. Puis, je sais que nous, on le fait moins en hôpital parce qu'on le fait plus directement avec le médecin ou les autres professionnels. Mais je sais qu'en externe, maintenant, le médecin peut donner une cible à son patient et le pharmacien peut l'atteindre, que ce soit pour la pression. Nous visons une pression, une tension artérielle systolique en bas de 140. Ouais. Et puis là, tu peux ajuster comme... pas comme tu veux, mais je veux dire, tu ajustes pour atteindre cette cible-là avec ton patient. Donc, on a eu beaucoup d'opportunités et d'ouverture à ce niveau-là. Fait qu'au final, le médecin, en fait, l'équipe ou le médecin va cibler ce qui doit être comme la cible pour que ce soit pour optimiser le contrôle de la condition. Puis là, toi, comme pharmacien, tu peux utiliser le dosage, les ajustements nécessaires pour être capable de viser cette cible-là. Fait qu'il n'y a pas besoin de tout le temps faire un aller-retour dans la represcription, revoir le médecin. C'est à ce niveau-là qu'il y a plus d'autonomie dans la pratique des pharmaciens. Oui, puis ça va être même plus, je vous dirais, un peu plus loin que ça, parce que avant, on demandait une cible. Là, maintenant, ça pourrait être la cible acceptée dans la littérature. Donc, on pourrait même, sans avoir une cible, l'ajuster dans certaines conditions. Okay. Donc, exactement ça permet que des fois, c'est difficile d'avoir accès à son professionnel. Donc, dans ces cas-là, votre pharmacien, vous pouvez lui en jaser, puis il va pouvoir vous dire s'il peut le faire de un. S'il est capable. Il y a des pharmaciens qui sont moins spécialisés dans telle ou telle condition qui sont peut-être pas à l'aise de le faire. Mais on a toute l'opportunité de faire ces ajustements-là. Maintenant. Puis une autre chose aussi, j'ai oublié d'en parler, là, mais des fois, il y a des médicaments qu'on débute, puis le patient a des effets indésirables. Donc, au lieu de juste l'arrêter, des fois, on peut juste diminuer la dose. Un des médicaments qu'on voit, c'est pour le diabète, ça cause des diarrhées chez, je pense, 50% des patients. Okay, donc, si tu le commences plus bas, tu vas atteindre tes cibles éventuellement. Ton patient il va juste y arriver plus lentement, mais avec un plus grand sourire dans le visage. D'autres médicaments pour la douleur qui peuvent... les patients peuvent réagir différemment. Donc, ça, je le vois beaucoup. Oui, c'est ça que je me suis dit, je vais le plugger. Mais dans ces cas-là, maintenant, on va pouvoir l'ajuster. Avant, on devait arrêter, commencer à zéro, appeler le médecin. C'était plus laborieux. Ouais. Fait que je fais un parallèle avec ma pratique, dans le fond, basé sur le fait que les pharmaciens ont plus d'autonomie. Les patients qui sont sous médication, quand on parle de contexte de douleur, qu'on a un traitement antidouleur en tant que tel, s'il y a de quoi de problématique avec des effets indésirables, effets secondaires, puis qu'ils en parlent à leur thérapeute, leur physio par exemple, bien, le physio, c'est une bonne idée de recommander au patient d'aller voir son pharmacien qui est habitué de voir, par exemple, pharmacien communautaire, puis de voir qu'est-ce qui peut être fait au niveau de l'ajustement des doses. Parce que des fois, il peut avoir une liberté du pharmacien, puis ça peut être pris en charge sans avoir besoin de reprendre un nouveau rendez-vous avec le médecin. Oui, c'est ça. Quand c'est je dirais l'important, c'est les... excuse, comment je te dis...
je cherche mon terme, c'est les conditions mineures. Fait que, tu sais, Ouais. des cas comme, tu sais, Ouais, le c'est patient, ça. il n'y a pas... Tu vois que ça le tanne, mais c'est pas trop grave. Fait que dans ces cas-là, oui, c'est l'idéal, en fait, parce qu'il n'y aura pas à se prendre un autre rendez-vous. Puis encore Ouais. une fois, si le pharmacien n'est pas à l'aise, mettons en douleur, il va juste le dire à son patient. Puis s'il est à l'aise, ben là, Ouais, le patient va être gagnant pour ça. Fait que oui, c'est une excellente idée de faire ça parce que des fois, les patients ne savent juste pas que c'est une option. Oui, exact. Puis une des forces, en fait, des pharmaciens, c'est qu'ils sont, mettons, si on parle des pharmacies communautaires, mais ils sont en première ligne. Donc, il y a l'accès direct. Tu sais, après ça, des fois, c'est sûr qu'il peut y avoir du temps d'attente, dépendamment du moment puis du timing, mais au final, c'est quand même des professionnels qui sont accessibles, des fois plus que leur médecin de famille dans certains contextes puis certaines périodes de l'année, là. Oui, oui, oui. Puis je sais qu'il y a des pharmacies qui ont mis en place des plages cliniques où ils vont Ouais, de rencontrer consultation, ça. ouais. Donc, encore une fois, ça peut être très bien de vous informer juste pour le savoir si votre pharmacie Ouais, offre ça. effectivement. Comme ça, vous pouvez juste prendre un rendez-vous qui souvent qui n'est pas très long. Un peu comme on a vu avec la vaccination. Tu sais, quand le Québec a décidé que les pharmaciens vaccinaient, les pharmacies communautaires se sont revirées de bord, puis tu sais, ils ont mis ça disponible, puis à mon avis, ça a très bien roulé, là. Oui, ben c'est ça. Ça, c'est un des gros points qui a été, tu sais, avec la vaccination, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui pouvaient vacciner. Ouais. Toi, as-tu eu écho de comment ça s'est passé? Tu sais, tu dois être quand même avoir plusieurs collègues, amis dans le milieu de la pharmacie communautaire. Comment ça a été de prendre ce rôle-là, de pouvoir rendre service avec la vaccination? Bien, ils ont beaucoup aimé ça. Puis ce qui est drôle aussi, tu sais, des fois, la vie est ce qu'elle est. Là, on planifie pas tout. Mais tu sais, Ouais. la vaccination, ça fait pas si longtemps qu'on pouvait le faire. Il y avait beaucoup de gens qui étaient pas, qui pouvaient le faire, mais qui s'étaient pas formés parce qu'on demande une formation de plus pour pouvoir le faire. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'avaient fait juste avant la pandémie. Fait que leur grosse clinique de vaccination, ça a vraiment été avec la COVID. Ouais. Donc, moi, ce que j'ai vu, mes amis, mes collègues, amis, ont beaucoup aimé ça, ce rôle-là aussi. Tu sais, ça leur a fait pratiquer quelque chose qu'ils n'avaient pas nécessairement eu tant la chance. Puis, de ce que j'ai compris, ça s'est bien fait. Les pharmaciens, que ce soit les pharmaciens propriétaires ou employés, ont aimé la chose, parce que ça a mis en valeur un peu nos compétences puis notre capacité d'adaptation. Parce que moi, j'ai trouvé ça assez impressionnant, là, ce qu'ils ont été capables de faire. Bien, nous, on l'a fait à l'hôpital pour notre clientèle, mais quand j'ai vu qu'ils ouvraient en externe, ça, j'ai trouvé que c'était excellent pour la profession. Puis en même temps, ça permet de décentraliser un petit peu les actes. Je dis actes médicaux, là, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais tu sais, si on peut avoir le plus de professionnels possible, quand ils sont bien formés puis qui ont l'expertise pour faire un acte médical ou une intervention médicale, bien, on est mieux de les utiliser au maximum des compétences de tout le monde. Oui, oui, puis je pense que ça a aussi démontré aux gens que ça vaut la peine de se former en tant que pharmacien pour le faire, parce que aux États-Unis, c'était beaucoup plus fréquent. Il y a d'autres choses qui font moins bien que nous. Ça, ils l'avaient bien mis en place avant. Là. Mais ici, je crois que ça a aidé pour ça. Puis, moi, je me suis fait vacciner au Stade olympique. Là. Je ne sais pas toi. Là, mais ma copine vaccinait au Stade olympique parce qu'elle est physio aussi. Fait que... C'était quand même quelque chose d'aller là. Fait que, de l'avoir décentralisé, comme tu dis, là, c'était l'idéal. Oui, effectivement. Tantôt, tu parlais du fait qu'on peut ajuster la dose dans le cas d'un médicament prescrit avec une cible. Est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels le pharmacien peut directement prescrire de la médication? Puis si oui, c'est quoi qui encadre ça un peu ou est-ce que ça dépend de quoi? Oui, écoute, c'est encore une fois une excellente question. Initier un traitement, ça, on peut, pour les conditions mineures. Encore une fois, comme ma pratique, c'est pas le communautaire, j'aime mieux pas, surtout pour ça, là, je veux pas dire des trucs qui sont pas vrais, là. Mais pour nous, en hôpital, comme on a accès à l'équipe traitante, souvent, on va plus y aller via un dialogue parce que des fois, en parlant aux médecins, on a certaines informations qu'on n'avait pas. Moi, je dirais que où j'ajuste des médicaments, où j'en ajoute, où j'en enlève, c'est beaucoup en hémodialyse parce que nos patients ont beaucoup de comorbidités. Ils ont souvent, ils sont insuffisants rénaux terminaux d'un. Il y a beaucoup de diabète. C'est à peu près 50% des gens qui ont du diabète qui sont dans notre clinique de dialyse. Donc, puis ils ont en moyenne 14 médicaments par jour à prendre. Donc, dans ces cas-là, on essaie de... J'aime pas ça dire faire le ménage, mais on essaie de justifier chacun des médicaments. Parce qu'il y a des médicaments, des fois, qu'on ajoute, puis dans le temps,
on se rend compte que c'était efficace, c'était adéquat de l'ajouter à ce moment-là, mais maintenant, on pourrait peut-être le réévaluer. C'est beaucoup dans ces contextes-là que je le fais. Puis, il y a beaucoup de médicaments avec des ajustements précis en dialyse. Donc, à ce niveau-là, on a une genre d'entente avec les néphrologues qui nous permet d'ajouter ou d'enlever certains médicaments, encore une fois avec les cibles, mais nous, comment on y va, c'est les cibles qui sont acceptées dans la littérature. Ouais. Donc, on n'a pas une feuille, un barème à suivre, c'est un consensus à l'interne, je dirais. J'ai interrompu le podcast 2 petites secondes pour te parler d'une formation qui pourrait t'intéresser si tu es professionnel de la santé et que tu as les compétences pour prendre en charge une clientèle avec la COVID longue. C'est une formation justement sur la prise en charge de la COVID longue. Donc, si tu veux améliorer tes connaissances et tes compétences dans l'évaluation et les concepts de traitement de la COVID longue, toutes les informations sur cette formation-là vont être disponibles dans la description du podcast. Et comme d'habitude, pour la communauté de Parle-moi de santé, tu peux utiliser le code rabais Parle-moi, PARLEMOI, pour 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. De retour au podcast. Ouais, parce que ça doit être un peu avec le lien de ce que je disais tantôt, des interactions quand il y a beaucoup de médicaments. Ça doit être des fois un bon casse-tête d'essayer de voir, bon, est-ce qu'il y a, maintenant qu'il en prend 12, 14, y a-t-il quelque chose, sont-ils encore tous essentiels? Ouais. C'est tout. Parce qu'on les ajoute à un moment où il y a une condition à contrôler, fait qu'ils sont toujours justifiés au moment de la prescription, mais des fois, on peut oublier, pas oublier, mais ça peut rester un peu par tradition ou par le fait que, bon, ça fait des années qu'on prend, fait qu'on continue, mais justement, c'est une bonne question de se poser tout le temps, est-ce qu'ils sont encore pertinents chacun? Oui, puis l'oubli, malheureusement, ça arrive. Puis des fois, c'est un oubli parce qu'on ne sait pas. Donc, on fait juste le laisser là. Ouais. Parce qu'on se dit, si quelqu'un l'a débuté, il devait avoir une raison. Mais des fois, il faut juste le réquestionner. Puis c'est une science qui est assez, au niveau gériatrique, je dirais, c'est assez hot. Donc, la déprescription, c'est Ouais, vraiment, c'est ça, exact, c'est vraiment rendu quelque chose d'assez important. Il faut le faire, c'est important. Puis, encore une fois, c'est pas, les gens ne sont pas mal intentionnés. Des fois, c'est juste de l'information qui reste. Puis, tu sais, quand je te donnais l'exemple des insuffisants cardiaques avec les hypotensions, tu sais, je ne traite pas d'insuffisance cardiaque, mais dans ma clinique en hémodialyse, ça, je l'ai vu souvent, des patients qui avaient des pressions basses. Mais dans ces cas-là, au lieu de rajouter un médicament, tu te fais ta cascade, on est peut-être mieux de juste enlever un. Donc, la déprescription, ça peut avoir l'air facile, mais c'est une science quand même assez complexe. Puis, il y a des trucs qu'on sait qu'on doit spotter dans un dossier on sait que ça va être payant pour le patient. Comme quoi? Ce serait quoi des exemples de ça? Écoute, le meilleur exemple, ça serait les IPP, je dirais. Puis ça a beaucoup passé par... c'est quoi les IPP? Excuse-moi. Les inhibiteurs des pompes à protons. Donc, c'est pour le reflux gastrique ou les brûlements gastro. Ouais. Mais ça, on s'est rendu compte, un moment donné, le ministère de la Santé a un peu mis la vis. Ouais. Il a tourné la vis un petit peu. Exact, merci, excuse. Parce qu'on le prescrivait un petit peu trop à trop de gens. Puis c'est un médicament qui est très bon pour les ulcères ou les brûlements d'estomac, mais on n'a pas besoin d'avoir ça ad vitam aeternam. OK, donc c'est comme une utilisation temporaire. Exact. Donc ça, souvent, de le réévaluer, c'est vraiment une excellente idée. Il y a des choses aussi qui étaient vraies, mettons, en 2016, mais qui ne sont plus en 2020. Donc, ça, des fois, ça amène une déprescription. Moi, un des meilleurs exemples, c'est en néphro, il y avait un médicament qu'on donnait pour diminuer une certaine molécule dans le sang, qu'on peut donner aussi pour la goutte. On s'est rendu compte que de diminuer cette molécule-là dans le sang n'avait pas de bénéfice pour le patient. Donc, on n'utilise plus cette médicament-là dans cette indication-là. Donc, on doit le cesser chez nos patients parce qu'il n'y a plus de bénéfice. Ouais. Sauf s'ils ont une crise de goutte. Donc, il faut savoir notre patient, il est dans quelle catégorie. Puis ça peut mener à une déprescription. Donc, un médicament de moins à payer et à prendre. Oui, parce que surtout si on est dans une ère où on essaie de choisir que chaque intervention médicale soit pertinente et utile, il y a toujours la question de le risque-bénéfice et le coût-bénéfice, parce que les médicaments ont un coût. Il faut s'assurer que si on fait payer un patient pour un médicament, c'est qu'il y a un bénéfice visé. Puis s'il y a des risques, qu'on pourrait dire d'effets secondaires, faut que les bénéfices surpassent les risques. Fait que ça doit peser dans la balance, toi, comme clinicien, quand tu évalues l'ensemble de l'œuvre pour choisir. Puis juste pour les inhibiteurs de pompe à protons, c'est un médicament qui est super bien toléré, mais il y a quand même des effets indésirables chez certains. Dès qu'on prend un médicament, il y a un potentiel d'effet indésirable. Puis là, c'est l'ampleur du risque qui va différer d'un médicament à l'autre. Fait que, souvent, ceux qui sont très présents dans les dossiers, c'est ceux qui sont le mieux tolérés, mais encore une fois, ils peuvent causer des effets. Ouais. Comment tu as été amené à devoir intervenir en clinique
avec la venue de la COVID? Comment ça a commencé, ça, que, bon, toi, comme pharmacien, finalement, tu as été impliqué à devoir développer une expertise pour le traitement de la COVID en tant que tel? Comment ça s'est installé, ça? Oui, ça a été j'ai beaucoup aimé mon parcours. C'est une maladie, moi, que je trouve très, très intéressante. Puis, c'est ça, au début, comme on le disait, il n'y avait rien à faire. Fait que c'était beaucoup les intensivistes qui étaient impliqués parce que c'était eux qui, essayaient de faire quelque chose puis vraiment de sauver les patients. C'est ça, on était en réaction, là. Vraiment. Puis là, tranquillement, pas vite, on a amené de la science pour les autres patients qui étaient moins malades. Puis, nous, à HMR, on a vraiment eu beaucoup de patients dans les premières vagues. Puis, en dialyse, on a eu beaucoup de patients qui ont été touchés aussi. Donc, tranquillement, pas vite, la science est arrivée. Puis, je te dirais que les molécules pour traiter sont arrivées aussi. Donc, il a fallu qu'on se positionne. Parce que, malheureusement, s'il n'y a rien à faire au niveau pharmaceutique, les pharmaciens, on ne va pas... on va avoir moins de plus-value dans les cas médicaux où il n'y a pas de médicaments. C'est ça. L'expertise vient de là, donc c'est là qu'elle est nécessaire. Exactement. Fait que là, quand les médicaments sont arrivés, je dirais début 2021, là, on a commencé à se dire où on va s'impliquer. Puis là, c'est là que moi, j'ai voulu m'impliquer personnellement parce que je trouvais que c'était une maladie qui était importante. Puis, c'est intéressant que tu me demandes c'est quoi la différence entre les antiviraux puis les antibiotiques. Mais comme j'étais en antibiogouvernance, on était impliqués, mais quand même de loin par rapport à la COVID. Donc là, on a juste décidé de s'impliquer un petit peu plus puis de bâtir des algorithmes de traitement pour les différents types de patients. Donc, que ce soit des patients qui sont externes et qu'on veut prévenir la progression vers une hospitalisation ou les patients qui sont à l'interne, donc qui ont développé une forme quelconque de la COVID, parce qu'il y en a soit qui ont des gros besoins d'oxygène, il y en a d'autres que ça va se traduire différemment parce que le tropisme du virus est très, très large. Il peut infecter différents organes. Il y en a, leur COVID, ça peut se traduire par une insuffisance rénale, ça peut se traduire par un débalancement du diabète. C'est beaucoup plus rare, beaucoup plus subtil, mais ça peut arriver comme ça. Donc, les patients n'arrivent pas de la même façon. Il a fallu développer différents types de protocoles pour les prendre en charge et aussi qui mériter un traitement parce que c'est pas tout le monde qui va progresser. Puis on le sait, la vaccination prévient quand même les formes sévères. Donc, il a tout fallu prendre cette information-là puis essayer de développer des guides pour les médecins parce que là, c'était plus juste les intensivistes qui les traitaient, c'était tout le monde. C'était les neurologues, les néphrologues, les généralistes qui faisaient face à des patients. Des fois, on avait 1 an de retard parce que ceux qui les avaient beaucoup traités, qui avaient 1 an de connaissances déjà d'acquises. Les autres professionnels s'en occupaient moins, encore une fois, parce qu'eux non plus, il n'y avait pas grand-chose à faire. Fait que souvent, il y avait, je dirais, un petit retard dans les connaissances juste parce qu'on ne lisait pas sur la chose, vu qu'on n'avait pas de plus-value. Puis, mettons, au final, qu'est-ce qui a différencié l'intervention pharmaceutique pour les traitements des patients qui étaient externes, fait que ceux qui n'étaient pas hospitalisés, mais qu'on essayait de prévenir l'hospitalisation. Puis après ça, on parlera de ceux qui étaient hospitalisés puis qui ont des formes un peu plus sévères, avancées. Comment on a traité ça? Oui. Bien, un patient qui a la COVID en externe, il y a toujours un potentiel d'être hospitalisé. Fait que là, je ne dirais pas que c'est du pif, là, mais il y a une science derrière ça qui est très exhaustive, mais le but, c'est de savoir qui a le plus de chances de progresser. Ça va beaucoup avec l'âge. L'âge, c'est vraiment direct avec le risque de progression. Plus on est âgé, plus on a de risque de progression. Mais ça me fait toujours mal quand je dis ça, mais ça commence à 20 ans. C'est sûr que si tu compares en bas de 20 ans et en haut de 20 ans, c'est sûr que quand tu as 25 ans, tu n'as pas beaucoup de risques, mais tu en as quand même plus que l'autre. Ouais, je comprends? En haut de 70 ans, là, c'est là qu'on dit qu'il y a le plus de risque d'hospitalisation. Donc, moi, mon cut-off, 65-70, je me dis, lui, il est très à risque. On va le suivre de près. Fait que l'âge est comme le premier gros facteur de risque pour développer une forme plus sévère de la maladie. Vraiment. Okay. C'est plate, mais c'est ça. Ouais. Le deuxième, c'est les comorbidités. Fait que le diabète, hypertension. Il y en a qui n'ont pas tous le même poids, je dirais. Ouais. Puis c'est une science qui a évolué aussi avec la vaccination. Mais plus tu as de comorbidités, plus tu vas avoir de risques de progresser. Donc, encore une fois, plus on va vouloir te suivre de proche. Puis finalement, il y a la vaccination. Fait que les gens vaccinés, on sait qu'ils vont avoir moins de risques de progresser. Ouais. Puis, oui, ça ne prévient pas la transmission, mais ça quand même...
malgré que les vaccins soient moins efficaces pour la transmission, ils préviennent encore les formes sévères. Ils préviennent moins que les premiers variants, mais ils les préviennent encore. Donc, ça, c'est au niveau des patients externes, c'est vraiment le but. Donc, il y a des algorithmes qui sont différents dans différents organismes. L'INES en a. Ouais. On peut regarder le CDC. Il y a le NIH, puis il y a l'Institut en Angleterre, il me semble, le NHS. Il y a les gens de Colombie-Britannique qui ont fait des bons algorithmes aussi. Il y en a plein de disponibles. Donc, les pharmaciens peuvent prescrire certains médicaments en externe pour prévenir la progression. Il faut juste que le patient rentre dans les critères de l'INES. Donc, les pharmaciens sont super bons pour faire ça. Moi, j'ai donné plusieurs formations. Ouais. Puis, on a été la première province au Canada à le faire, à permettre la prescription, le médicament à prendre oralement pour prévenir la progression. On était la première province au Canada à le faire et on a même eu le potentiel de le faire avant les États-Unis. Moi, ce que je trouvais assez... C'est rare. C'est très rare. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au Québec, ça a quand même très bien passé. Les gens étaient contents. Tu sais, les médecins étaient contents. J'ai pas entendu de chicanes intestines. Mais dans les autres provinces, en Ontario, quand je regardais mes médias sociaux, aux États-Unis, ça a causé un tollé. Je crois parce qu'ils n'étaient pas aussi habitués que les pharmaciens soient impliqués de même. Ben, en fait, je ne sais pas. Mais oui, ça a causé un tollé là qu'il n'y a pas eu ici. Ouais. Puis nous autres, c'est quand même depuis... Écoute, je ne me rappelle plus la date exacte, mais ça fait au moins 1 an. Là. Quand même. Oui, non, c'est ça. On a été des pionniers. Puis encore une fois, je suis très fier, mais c'est beaucoup aussi via le ministère puis via le Collège des médecins qui l'ont permis. T'sais. Fait que grosso modo, c'est d'identifier les facteurs de risque qui permettent de justifier un traitement qui préviendrait d'hospitaliser les gens. Ça peut pas mieux être dit. Parce que, par exemple, pour quelqu'un qui est jeune, en bonne santé, pas de comorbidité, même s'il attrapait la maladie, ben c'est pas quelqu'un qui serait à risque élevé. Donc, quand on parle de coût-bénéfice, ben lui, ce ne serait pas un bon investissement. Non, c'est ça. C'est vraiment basé sur les facteurs de risque. Exactement. Puis, c'est vraiment ce qu'il faut identifier. La personne qu'on ne veut pas qu'il y ait à l'hôpital. Je dirais que là, quand on regarde les données, là, c'est à peu près 1% de la population totale qui attrape la COVID qui va à l'hôpital. Donc, c'est pas beaucoup. Fait qu'il faut vraiment cibler ce 1%-là. Ouais. C'est quand même un petit peu dur, mais comme je te dis, les pharmaciens ont été bien formés pour le faire. Puis à quoi ressemble, si on regarde vraiment comme mesure principale le taux d'hospitalisation chez les gens chez qui on administre ce médicament-là en prévention, à quoi ça ressemble les taux d'efficacité? Bien là, le gros problème, c'est que les études qui ont été faites chez les non-vaccinés, puis c'était avant Omicron. Okay, donc, dans le temps, il y a des facteurs qui confondent. Exact, parce que c'était super efficace. Il fallait qu'on traite 16 patients pour prévenir une hospitalisation. Ça, on considère que c'est super efficace. Okay. Puis on appelle le number needed to treat. Exactement. Puis, c'était une diminution du risque relatif qui était de 87 Okay. Maintenant, ça semble être plus 50 mais dis-toi qu'il y a 1 qui est hospitalisé. Fait que tu passes de 1 à 0,5. C'est ça. C'est des études qui sont de moins bonne qualité parce qu'ils ne sont pas randomisées, mais c'est beaucoup comme ça qu'on a étudié la COVID. C'est-à-dire qu'on avait des études randomisées qui sont les plus fortes. Puis par la suite, on étudiait en monde réel, donc pour des études prospectives de cohorte. Donc, la science est moins béton dans ces cas-là, mais il y a quand même les chiffres, c'est à peu près ça. Ça diminuerait encore une fois de 50% chez certains vaccinés qui sont les plus à risque. Donc, c'est les mêmes. C'est les personnes âgées, ceux qui ont des comorbidités, ceux qui ne sont pas vaccinés adéquatement. T'sais, si tu as eu 2 doses puis que ta dernière dose elle remonte à août 2021, tu n'es plus considéré... Oui, c'est vrai. Adéquatement, parfaitement vacciné. Maintenant. Exactement. Puis, est-ce que les personnes immunosupprimées rentrent dans les facteurs de risque aussi? Oui. Est-ce qu'on les considérait comme conditions associées aussi? Oui, okay. Vraiment. Parce qu'on entendait souvent ça, là, dans les groupes à risque immunosupprimés, ça revenait souvent. Là. C'est ça, les comorbidités ne sont pas égales entre elles. Ouais. Ceux qui ont le plus de risques, c'est vraiment les immunosupprimés. Okay. Puis, là, encore une fois, même dans les immunosupprimés, il y a différentes classes de risques. Il y a certains médicaments qui immunosuppriment, mais de façon faible. Donc, ça, on ne va pas les considérer. Ouais. Puis, il y a aussi les insuffisants rénaux qui sont beaucoup à risque de progression. Fait que c'est vraiment personnes âgées, immunosupprimées, insuffisants rénaux. C'est ceux qu'on va vouloir qu'ils consultent leur pharmacien pour
se faire évaluer pour un traitement potentiel. Fait que ces personnes-là, quand ils savent pas que les pharmaciens peuvent jouer ce rôle-là, Exact. ben, ils peuvent pas bénéficier nécessairement de ce traitement-là. Non, Fait que c'est ça. c'est comme une plus-value d'avoir cette notion-là que si on fait partie d'un facteur des groupes à risque, quand on développe, dans le fond, quand on teste positif pour cette maladie-là, ben, ça pourrait être bénéfique. Il y a un bénéfice à consulter son pharmacien. Puis si ce pharmacien-là est bien formé par rapport à ça, ben, il va être capable de lui suggérer ou non si c'est adéquat d'avoir ce traitement-là. Oui, exact. Parce que c'est vraiment ça qu'on dit maintenant, encore une fois, en 2023, c'est de faites-le avant. Ouais, attendez pas que ça arrive. D'un, ça prend du temps. Ouais. Fait que votre pharmacien, ça va être beaucoup plus fun de l'analyser pendant que vous n'êtes pas dans l'urgence d'avoir le traitement. Ouais. Puis, il va pouvoir avoir une note au dossier qui est faite. Puis, lorsque vous allez la contracter, si jamais ça arrive, bien là, on pourra y aller beaucoup plus rapidement. Nous, à l'interne, on a regardé un peu parce qu'avant, tous les médicaments pour la COVID passaient par l'hôpital. Puis, on devait faire la consultation après que le patient l'ait contracté. Donc, du moment où on faisait le patient nous appelait, au moment où il recevait son médicament, il y avait 2 jours. Ah, c'est rapide. C'est quand même rapide. Puis on sait, c'est rapide, mais dans la COVID, le temps, c'est du virus qui se réplique. C'est vrai. Donc, on veut toujours agir dans les 5 premiers jours parce qu'après le virus, on peut donner des antiviraux, mais peut-être que la cascade inflammatoire est débutée, donc on a des conséquences. Fait que le gold standard, c'est vraiment de traiter dans les 5 premiers jours. Fait qu'imagine si tu t'enlèves 2 jours d'emblée, c'était quand même long. Ça, c'était en moyenne. Fait qu'il y en a que c'était 3, il y en a que c'était 1, parce qu'il y a certains médicaments qu'on devait donner par les veines. C'est pour ça que ça rallongeait le processus, là. Fait que même, dans le fond, c'est même avant d'avoir un test positif. Oui. C'est en prévention, si tu sais que tu es dans un groupe à risque, Ouais. tu peux déjà avoir la discussion et l'évaluation avec ton pharmacien pour déjà établir le plan de match au cas où, à un moment donné, tu testes positif. Puis là, on enclenche le processus rapidement. Exactement. OK. Puis, c'est très bien dit, encore une fois, c'est que si tu es dans un groupe à risque, ça va être facile de te dire oui ou non. Ouais. Aussi, on pourra te rassurer. Tu sais, tu n'es pas dans un groupe à risque, tu n'en as pas de besoin. Ouais, c'est pas... exact. Parce que ce qui est important de dire de ces médicaments-là, c'est pas qu'ils diminuent les symptômes. Ton nez va couler quand même, tu vas tousser quand même, tu vas peut-être faire de la fièvre. Tu vas en avoir peut-être un petit peu moins, mais ça n'a pas été démontré que ça diminue les symptômes de façon efficace. Que ça diminue, c'est les hospitalisations puis les morts. Fait que c'est ça qui est important. Donc, c'est vraiment, je m'excuse de me répéter, mais c'est vraiment pas pour traiter un rhume qu'on veut ça. Là. C'est pour prévenir que tu ailles à l'hôpital. Ouais, c'est un bon puis, point. en plus, c'est que là, on parlait du médicament qui est par la bouche, mais il y a un médicament qui est par les veines que nous, les pharmaciens d'hôpital, on peut donner. Donc, le pharmacien d'officine, s'il voit que vous avez des interactions ou que votre bilan biochimique, biologique ne cadre pas avec le médicament par la bouche, il va pouvoir nous contacter. On a des corridors de soins et nous, on va pouvoir vous donner le médicament IV. Donc, encore une fois, ça va être mis en place de façon plus facile. Ouais. Donc, on va gagner du temps encore une fois. Donc, d'où l'importance, c'est comme un petit plan de match préapprouvé basé sur la condition de santé qu'on peut mettre en place si jamais on a besoin. Exactement. Et une fois que les gens, mettons, ça c'est plus le traitement préventif, empêcher les gens d'aller à l'hôpital. Ouais. Quand les gens arrivent à l'hôpital, donc ils ont la forme plus sévère, plus de symptômes, plus de difficultés, on pourrait dire leur vie est plus en danger que ceux qui sont capables de rester chez eux. Ces personnes-là, comment on les traite? Comment toi, tu as été impliqué par rapport à ce type de traitement-là? Qu'est-ce qui est efficace? Ça dépend beaucoup de la forme avec laquelle tu arrives parce que les traitements qui ont été démontrés efficaces, c'est beaucoup ceux qui jouent sur la pneumonie ou la tempête inflammatoire. Donc, c'est sûr que si tu arrives avec une insuffisance rénale, mais que tu n'as pas de pneumonie, ou si tu arrives avec la COVID, tu sais, des fois, il y a des patients que c'est ça, malheureusement, je sais pas, ils se foulent une cheville, puis ils arrivent avec la COVID, tu sais, c'est différent. Donc, si tu arrives avec la COVID, puis tu as juste un rhume à l'hôpital, on ne va pas nécessairement te traiter. Ouais. Ça va beaucoup être lié à la sévérité de l'infection qui peut modifier. Il y a des patients, on le voit, là, on les voit à, je sais pas, à 4 heures le soir. Ils vont quand même bien. Le lendemain matin, à 8 heures, ils ont de l'oxygène, puis ils désaturent. Donc, ça peut aller très vite. Fait que ça va beaucoup dépendre de la présentation,
Donc, je te dirais, plus c'est sévère, plus il va y avoir des médicaments. Ouais. Si on voit que c'est juste une réplication virale qu'on veut arrêter, c'est-à-dire c'est un patient qui est moche, qui a de la misère à respirer, pas de besoin d'oxygène, on peut juste donner l'antiviral au début. Mais dès qu'il y a les syndromes de tempête inflammatoire, là, on va commencer des anti-inflammatoires comme des corticostéroïdes. On peut donner des différents types de médicaments, encore une fois, pour freiner toute cette cascade-là, et l'antiviral qui va se rajouter sur la chose. Dans le temps, on avait une autre classe de médicaments qui étaient les anticorps monoclonaux qui ciblaient la protéine spike du virus, un peu comme nos vaccins. Mais comme c'est la partie qui mute, ces anticorps-là ne sont plus vraiment efficaces. Donc, on a perdu cette couche de traitement-là, mais on a quand même beaucoup. Je te dirais qu'on a 3 grandes classes. Puis, comme c'est très thrombotique comme maladie, on va faire attention de s'assurer de bien soit anticoaguler ou soit donner une thromboprophylaxie à nos patients pour pas qu'ils développent une thrombose à l'hôpital en plus. Donc, il y a au moins 4 classes de médicaments qu'on peut donner à nos patients. Fait que quand tu dis les médicaments que tu n'utilises plus maintenant, que tu utilisais dans le temps, ça veut dire début de pandémie. Parce que les choses ont évolué vraiment vite. Moi, je me rappellerai, j'étais dans une conférence sur les anticorps monoclonaux en décembre 2021, puis le Omicron venait d'apparaître, puis la présentatrice disait là, tout ce que je vous dis, ça se peut que ça soit plus vrai dans un mois, puis ça n'était plus vrai. OK. Oui, ça a tout changé, Omicron. Là. Fait que finalement, ça a évolué. Ouais. Puis là, dans le fond, de ce que je comprends, c'est que il y a comme soit on traite la maladie en tant que telle, ou des fois, c'est que la maladie, quand tu parlais de tempête inflammatoire, c'est que ça va amener à avoir d'autres organes qui vont un peu avoir des problématiques. Puis là, on va être rendu à traiter un organe problématique. Fait que c'est comme la conséquence de la maladie en tant que telle. Par exemple, si ça amène une insuffisance cardiaque, pas une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, comme tu disais, mais là, le problème, c'est de traiter ça. Oui, exact. C'est comme... tu n'es pas nécessairement en train de traiter la COVID, tu traites les conséquences de ce que ça peut amener. Exact, c'est ça. Fait que là, encore, c'est un excellent point. Encore une fois, dans ces cas-là, est-ce que c'est moins clair? Ça plaît beaucoup à l'esprit de dire que les antiviraux qui diminuent la réplication vont venir aider à ça, mais ils ont beaucoup été étudiés. C'est normal, quand on fait une étude randomisée, on a des critères, excuse-moi, pas de problème. Je bouge trop. On a des critères stricts pour l'inclusion, donc c'est sûr que ces patients-là étaient moins inclus, là, ceux qui se présentaient pour des symptômes non respiratoires. Ouais. Mais habituellement, c'est quand même comme ça. Les conséquences à long terme, comme mettons post-COVID, là, ça, c'est une autre paire de manches là, qui vont atteindre souvent d'autres organes. Ouais. Dans l'aigu, quand il y a une forme sévère, souvent les poumons sont impliqués. Ouais. Y a-t-il autre chose que tu dirais dans le traitement par le pharmacien de la COVID, que ce soit la forme moins sévère ou la forme plus sévère en hôpital qu'on n'a pas abordé, que tu trouves qui est important? La vaccination, ça, c'est parce que des fois, on l'oublie. Ça fait partie du traitement. Ça fait vraiment partie du traitement. Puis, si on va dans la même veine, c'est-à-dire la prévention, les mesures non pharmacologiques fonctionnent toujours. Donc, le masque, l'isolement, si tu n'attrapes pas la COVID, tu as 100% de chance de ne pas progresser. Effectivement. Fait que ça, c'est important de le rappeler à nos patients parce que ça reste quand même le même virus qui se propage facilement, qui se propage longtemps, qui incube quand même, qu'on est capable de propager même si on n'a pas trop de symptômes. Donc, ça reste pareil. Fait qu'il faut pas... Oui, on peut vivre avec le virus, mais il faut se rappeler de quoi il a l'air et qu'est-ce qu'il implique. Ouais. Je crois que les pharmaciens peuvent être bien placés pour le rappeler à leurs patients. Là. Mm-hmm. Fait que les gens qui hésitent ou qui ne savent pas, ils peuvent consulter leur pharmacien. Oui, c'est ça, exactement. Pour les données sur les nouveaux vaccins, qu'est-ce que ça implique un bivalent versus un monovalent, le temps entre les doses, le temps entre les infections et les doses. Tout ça, c'est des trucs qu'on est formés pour pouvoir vous conseiller. Là. Parce que les gens, dans le fond, il y a tellement... Oups, à mon tour d'arracher le micro. Il y a tellement d'informations et ça évolue tellement vite que c'est difficile pour les gens de se tenir à jour. Puis, même moi, parce que j'ai eu la COVID à l'automne, puis je m'informais pour savoir à ce moment-là c'est quoi les meilleures mesures. Puis même moi, qui est dans le domaine de la santé, qui a quand même une bonne littératie en santé, c'était compliqué d'avoir toute l'information puis de la comprendre bien. Fait que c'est bon de savoir c'est qui les professionnels dans notre entourage ou dans notre milieu qui peuvent nous informer à ce niveau-là. Oui, c'est quasi rendu une surspécialité. Oui, exactement.
On pourrait faire une parenthèse sur la COVID longue, de peut-être parler de certains éléments que tu penses qui sont pertinents parce qu'il y a une nuance dans le traitement pharmacologique à ce niveau-là. Ce serait quoi peut-être les quelques points clés à savoir qui sont importants? Écoute, il y en a quelques-uns. Il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés. Je te dirais que le facteur de risque numéro 1, c'est d'attraper la COVID. Encore une fois, si on ne l'attrape pas, on n'a pas de risque de le développer. L'autre, c'est que la vaccination diminue les risques de COVID longue. Et il y a certains gens qui pensaient que peut-être de vacciner après avoir eu la COVID, ça pourrait empirer les symptômes de COVID long. Alors ça n'a pas été prouvé. En fait, ça fait le contraire. On est capable d'avoir plus de rémission chez les gens qui ont la COVID longue qu'on vaccine. Peut-être la troisième chose, c'est que je dis COVID longue alors que je dis, en fait, il faudrait dire syndrome post-COVID. Ouais. Parce que la définition réelle, c'est des symptômes qui durent pour plus de 2 mois, plus de 3 mois après un diagnostic prouvé ou présumé de COVID, qui peuvent être nouveaux ou qui étaient les symptômes qu'on avait au début de notre COVID. Donc, c'est un diagnostic d'exclusion parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'imagerie diagnostique qui existe. Il n'y a pas un test gold standard pour dire « parfait, c'est ça ». Exact. Il n'y en a pas pour l'instant. Il y en a qui sont en développement. Il y a des imageries de recherche qui peuvent le permettre. Donc, on va vraiment aller traiter les symptômes. Si votre cœur est atteint, qu'il se développe de l'insuffisance cardiaque, bien, le cardiologue va faire ses imageries puis il va traiter votre condition en fonction de ce qu'il voit. Si on a de la fatigue, du malaise post-exertionnel. Oui, c'est ça. Malaise post-effort, là. Merci. On peut avoir un physio qui connaît plus ça que le pharmacien. On appelle la PEM, là, me semble, le post-effort malaise. En tout cas, en anglais. Là. C'est ça. Me semble que c'est la PEM, le titre. Fait que là, ça va dépendre beaucoup de tes symptômes, comment on va te prendre en charge. Puis... Écoute, j'avais un autre point que j'ai oublié aussi, désolé, mais en gros, ça serait ça que je pense que les gens, il faut qu'ils retiennent. Là. Ça dépend. Ah oui, excusez-moi, c'est qu'il n'y a pas de traitement non plus spécifique, c'est-à-dire que... C'est ça, ça dépend de ce qui est atteint. Exact. Puis comme on ne sait pas trop qu'est-ce qui le cause, on pense qu'il y a de la persistance virale, donc les médicaments antiviraux pour traiter le syndrome post-COVID pourrait être intéressant, mais on n'a pas d'études qui démontrent que ça fonctionne. Ils sont en cours, par exemple. C'est ça qui était... En 2023, j'ai l'impression que la littérature va sortir sur les syndromes post-COVID, que ce soit pour le diagnostic ou pour le traitement. Ouais. Je crois que l'important que les gens ils comprennent, c'est que c'est vraiment une condition qui est réelle et pas si fréquente que ça. Moi, je crois que c'est peut-être 1% des gens qui contractent la COVID qui l'ont, mais dites-vous, si vous êtes vacciné, vous avez moins de chances. Consultez si vous pensez que c'est ça. Ouais. Puis le professionnel pourra faire des tests pour éliminer les causes usuelles. Si vous êtes fatigué, ça se peut que ça soit de l'anémie. Oui, ben c'est ça. Il y a la fatigue, c'est le symptôme le moins spécifique. Là, non, mais il y a tellement de choses qui peuvent causer ça. On élimine les causes usuelles. Ouais. Si on voit qu'il n'y a rien qui est anormal, ben là, on pourra investiguer la COVID longue. Je viens d'avoir un flash en tête. Tantôt, tu parlais... qu'on avait été d'avance par rapport aux États-Unis sur l'administration d'un des médicaments. Comment le Québec se compare aux autres provinces du Canada quant au rôle du pharmacien, à l'autonomie? As-tu une idée un peu si on est plus comme en retard par rapport aux autres provinces ou est-ce qu'on est pas mal innovateur à ce niveau-là? C'est une bonne question. Si tu vois, pour la COVID, là, on a vraiment été innovateur, mais ça dépend, je ne sais pas pourquoi, mais ça dépend un peu des choses. Pour la vaccination. Des domaines. Ouais. Tu vois, pour la vaccination, il y a d'autres provinces qui l'ont mis en place avant. Je crois, à mon humble avis, je crois que ça dépend beaucoup des besoins en santé, puis peut-être de l'ouverture des acteurs du domaine de la santé. Peut-être que dans les autres juridictions, ils ont vu qu'il y avait besoin de bras, puis ils ont décidé plus vite d'ouvrir. J'ai peut-être l'impression que c'est ça. Fait que moi, je crois qu'on est bien positionné. On est des leaders de certains trucs, mais il y a d'autres provinces qui sont des leaders dans d'autres trucs aussi. Oui. Puis dans ton rôle, toi, à l'hôpital, j'imagine que tu travailles pas mal en équipe aussi, parce que c'est des patients complexes avec des conditions multiples. Comment ça fonctionne, la collaboration entre les différents professionnels? Vers qui, toi, tu dois te tourner des fois? Qui doit te consulter? C'est quoi les interactions que vous avez pour assurer le bon suivi de tes patients à toi? Bien, ouais, c'est sûr que c'est à peu près toute
les professionnels, ceux avec qui je suis en contact le plus fréquemment, c'est les médecins pour la prise en charge des patients. Il y a des trucs qui nous sont délégués de façon, je dirais, officielle et comme assurément, là, ça va m'être délégué. Il y a d'autres trucs qu'il faut plus que je m'assure. Des fois, je demande si je peux faire le suivi de ça. Est-ce que ça te va si je suis tel ou tel axe ou telle fonction? Donc, il y a ça. C'est sûr qu'avec les infirmières, des fois de liaison, les infirmières aux étages, on doit les questionner pour savoir un peu comment le patient y va. Tu sais, eux, ils sont quand même là 24 heures sur 24. Ils ont de l'information qu'on n'a pas toujours. Les physios, on travaille un peu parce que moi, c'est sûr qu'en néphrologie, j'ai des patients qui sont relocalisés souvent parce que c'est des patients âgés, des fois qui chutent, qui se cassent des hanches. Donc, dans les plans de retour à domicile, ça va être important pour nous. Donc, à ces moments-là, on est impliqué plus avec les TS, avec les physios. Puis, on a aussi, nous, en infectio, j'en ai pas, mais dans le département d'hémodialyse, on a des IPS. Donc, qui vont être... infirmières spécialisées. Oui, merci. Qui vont être présents. Donc, dans ces cas-là aussi, on va prendre en charge des patients avec eux, là. Ouais. Ça fait des grosses équipes quand même. Oui. Pas mal toujours ça. Je me rappelle quand je faisais des stages en hôpitaux, là, c'est des grosses... Souvent, je sais pas, vous devez avoir des réunions de temps en temps pour parler de certains patients ou réunions interdisciplinaires, mais ça fait beaucoup de monde impliqué. Oui, c'est des réunions multi. Puis c'est là que c'est intéressant d'avoir le input de tout le monde. Exact. Parce que des fois, l'information est là où on n'a pas pensé, où on n'a pas focusé sur telle ou telle chose. Des fois, c'est des bagatelles, mais qui sont super importantes pour le plan. Ce serait quoi, tu penses, dans l'avenir de la profession, il te reste encore des années de pratique, ce serait quoi les avancées qui seraient souhaitables ou est-ce qu'il y en a qui semblent déjà en cours de processus, des avancées pour la profession en pharmacie qui seraient à venir? Là, je trouve qu'on est vraiment bien positionné. Moi, ce que je souhaite aux pharmaciens communautaires, c'est qu'ils soient capables de mettre en place des cliniques où ils vont pouvoir suivre leurs patients, se dédier des plages cliniques. Je sais qu'il y en a qui le font, mais je crois que c'est un beau modèle de pratique. Que ça se fasse plus de façon uniforme. Là. Exactement. Tu sais, c'est pas obligé d'être des grosses plages, mais c'est sûr que moi, je leur souhaite beaucoup ça. Je crois qu'en GMF, c'est une place où on commence à être impliqué, mais pas beaucoup. Donc ça, je pense que c'est appelé à grossir. Puis ça va faire des genres de pharmaciens de famille que ça va être très apprécié aussi. En hôpital, j'espère qu'on va être capable de reconnaître notre spécialisation parce que moi, je peux pas dire que, par exemple, je suis spécialisé en hémodialyse ou en infectieux. Il faut que je dise que j'ai un intérêt parce que le ministère ne le reconnaît pas. Donc, il commence à avoir des certificats de deuxième cycle. En fait, nous, on a une maîtrise pour travailler en hôpital, mais il commence à avoir des maîtrise, exactement. Puis il commence à avoir maintenant des surspécialisations. Donc, on fait notre maîtrise, puis on a un autre cours. Par exemple, en onco, il y en a beaucoup, ça. Donc, les pharmaciens font leur maîtrise. Après, ils font un fellow. Comme un fellow en oncologie en tant que tel. Exactement, comme une surspécialisation. Fait ça va s'en venir, puis j'espère que le gouvernement va permettre qu'on reconnaisse ça parce que c'est vraiment une plus-value. Je veux dire, mon collègue qui a une spécialité en onco qui prend en charge un patient va être beaucoup mieux pris en charge que si c'est moi. C'est comme avec les médecins spécialistes. Je crois que ça, c'est ce qui nous manque, nous, en pharmacie d'hôpital. Puis, finalement, c'est peut-être pour tous les professionnels de la santé, comment je le dirais poliment, un système informatique qui fonctionne quand même bien pour tout le monde, qui est universel. Parce que là, le DSQ, c'est très intéressant, mais toute notre information de l'hôpital n'est pas accessible dans le DSQ. Donc, il va falloir qu'on trouve quelque chose. Oui, le bon vieux papier qui existe encore. Moi, je me rappelle, quand je faisais mes stages, c'était des gros cartables de dossiers, puis là, tout le monde cherche le cartable. Puis, tu sais, là, des fois, il y en a un qui l'a monté à l'étage, puis là, il est oublié. Là. S'il n'est pas là, t'es dans... Ça va pas bien. Exact. Je tiens à rappeler qu'on a fait atterrir un robot sur Mars. Donc, probablement qu'on est capable d'avoir un système informatique universel qui fonctionne. Il devrait avoir un Top Gun qui pourrait nous faire ça. Ouais, probablement. En conclusion, ce serait quoi les messages clés que tu voudrais qu'on retienne en lien avec, tu sais, le rôle du pharmacien dans le système de santé, les différentes expertises? Ce serait quoi comme 2-3 points clés que tu penses qui sont importants à retenir? Mais je pense que de se rappeler qu'on est présent, des fois on n'est pas toujours visible parce qu'on est moins que les autres. On est accessible, donc,
Puis on a accès à votre dossier. Donc, venez nous voir, allez voir vos pharmaciens communautaires pour des questions, surtout mineures. Il y a beaucoup de conditions. Tu sais, si vous avez un adolescent qui a de l'acné, pour les poux, il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire, des douleurs suite à une chute mineure. On peut vous aider pour ces trucs-là. On est disponible. Puis, peut-être vous rappeler qu'on est aussi présent à l'hôpital. Souvent, notre rôle est un peu, pas oublié, mais je sais qu'on n'est pas beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui savent, qui connaissent même pas notre profession. Oui, effectivement. Ben, à moins que les gens ont soit travaillé en hôpital ou qui ont été hospitalisés et qu'un pharmacien a intervenu dans leur dossier. C'est ça. Super. Ben, écoute, merci beaucoup pour cette super conversation. Moi, j'ai beaucoup appris, puis je pense que ça met en lumière les différents rôles que les pharmaciens peuvent avoir. Puis des fois, ben, tu sais, moi, c'est la même chose en physio. Les gens, ce qu'ils connaissent de la physio, bon, c'est les blessures, les douleurs en clinique, mais les physios, il y en a dans à peu près tous les établissements de santé au Québec. Fait que, tu sais, on parlait d'oncologie, neurologie, aux soins intensifs, il y a des physios un peu partout. Fait que des fois, les gens ne le savent pas, mais on est là de la même façon que les pharmaciens sont là un peu partout aussi. C'est ça. Je crois que c'est important pour les patients qui s'informent, qui est disponible. C'est pas toujours pareil dans tous les établissements. Puis prenez... allez voir qu'est-ce que vous avez accès. Ça peut des fois vous aider. Fait que, encore une fois, merci beaucoup de ton temps. Puis, comme tu le souhaites, je te souhaite un dossier électronique universel dans le futur. Je pense que tout le monde serait content. Yes, merci beaucoup. Salut. Merci, Alexis.